Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO. Midi 13h, Sylvain Lévy-Valency. Eh bien bonjour les amis, 12 heures passées, vous êtes bientôt à table, on vous souhaite un excellent appétit. Surtout, couvrez-vous, il fait très froid un peu partout en France, mais c'est l'heure d'être à la radio justement sur Sud Radio, sur les fréquences de Sud Radio un peu partout en France, pour votre émission qui parle de votre logement, de votre immobilier. On est ravis d'être sur Parlons IMO. Bonjour à toute l'équipe de Radio IMO qui m'accompagne tous les samedis de 12h à 13h. L'incontournable Bérénice de Villefloriot, comment elle va Bérénice? Bonjour Sylvain, très bien en forme malgré le froid. Ah oui, absolument. Et on est heureux de partager ce moment avec vous tous. Notre Grégoire d'Haricot National, comment il va Grégoire? Très bien Sylvain, il fait froid mais c'est agréable. Bien sûr, alors on ne peut pas faire une émission sans notre chroniqueur préféré, le docteur Laurent Permas, qui est avec nous. Bonjour Sylvain. Bonjour mon cher Laurent, patron de l'éco-transition, c'est Sofinco qui nous donne les bons gestes de l'éco-transition. On va faire également aujourd'hui un bilan du marché, il est temps, en 2025. On sera d'ailleurs avec un grand monsieur de l'immobilier qui est avec nous. Il est le président du réseau La Forêt, l'un des réseaux majeur de l'immobilier en France, et Yann Géano qui est avec nous. On écoutera également nos auditeurs après avoir récolté leurs questions par SMS en envoyant IMO I2MO au 7 20 18 avec vous, Bérénice de Villefloriot. On va parler de la taxe foncière. Il y a eu une annonce de Bercy cette semaine. On va voir ce que c'est justement. C'est clair, et on discutera ensuite de rénovation énergétique avec vous, Grégoire. Et oui mon cher Sylvain, avec Laurent, on va vous parler des travaux de rénovation énergétique des propriétaires en France en 2025. C'est l'objet d'une grande enquête publiée récemment par la Fédération bancaire française. Et puis dans notre chronique Maison Saine, je vous propose d'aller voir comment l'humidité s'attaque à la structure même d'un bâtiment. Et puis enfin Sylvain, je sais que vous aimez ça, on fera le tour de France des biens coup de cœur. On va aller à Courbevoie et on ira voyager ensemble en Irlande. Courbevoie, Irlande. Et pourquoi pas? Tout de suite les infos à retenir avec vous Bérénice. Quel est le programme de l'info de cette semaine? Alors je vous parle des députés qui ont voté un nouveau dispositif fiscal pour les propriétaires, enfin pour les Français qui veulent devenir propriétaires, le statut du bailleur privé qui fait déjà polémique. Je vous parle des prix de l'immobilier qui repartent à la hausse. Et enfin, je vous parlerai d'un propriétaire coincé qui doit nourrir les poissons exotiques de son locataire. Je sais pas comment vous trouvez ces infos. C'est toujours, on les attend avec impatience chaque samedi. Alors on va commencer par ce nouveau dispositif fiscal. Là, c'est un peu moins drôle. Le statut du bailleur privé, on en parle beaucoup cette semaine. C'est quoi exactement in fine? Alors, en fait, c'est un nouveau dispositif fiscal qui a été voté à l'Assemblée nationale, vous l'avez dit, vendredi 14 novembre, dans le budget 2026. Alors l'idée, en fait, sur le papier, elle est assez séduisante. On propose aux propriétaires une réduction d'impôts en échange de loyers plus abordables pour les locataires. Donc en gros, tout le monde est gagnant, en théorie. Sauf que voilà, le texte a été tellement modifié que le dispositif est devenu complètement contre-productif. Concrètement, comment ça marche? Eh bien, les propriétaires peuvent déduire un pourcentage du prix d'achat de leurs biens chaque année. Pour un logement neuf, c'est 3,5% d'amortissement par an. Et pour l'ancien rénové, c'est 3%. Alors ces taux peuvent être majorés si vous louez vraiment pas cher, en loyer social ou très social, jusqu'à 5,5% dans le neuf. Mais le problème, et c'est là que ça coince, c'est que les plafonds de loyer imposés sont extrêmement bas. Plus bas même que ceux de l'ancien dispositif Pinel. Du coup, les spécialistes de l'investissement sont unanimes. Avec ce statut, vous perdez plus d'argent qu'en ne faisant rien du tout. Décidément, rien nous aura été épargné. Attendez, c'est dingue cette histoire. Vous avez un exemple justement au niveau du calcul, parce qu'on a quand même des professionnels qui sont avec nous chaque semaine, pour expliquer concrètement aux Français que finalement ce statut ne sert à rien. Voilà, alors par exemple pour un appartement neuf de 40 mètres carrés à Rennes, acheté 200 000 € avec le statut du bailleur, votre rendement net après charge et fiscalité serait de 1,6%, donc avec le statut. Sans rien du tout, eh bien vous serez à 1,8%. Donc en fait, mieux vaut ne rien faire. Et quand on compare, c'est quand même moins que le livret A aussi. Donc même le ministère du Logement reconnaît implicitement le problème. Il l'a dit clairement cette semaine, parce qu'on leur a demandé avec les différents journalistes, et ils nous ont répondu que le dispositif allait être amélioré. Donc leur réponse a été très claire, ils attendent de voir ce que les sénateurs vont faire, parce que oui, la prochaine étape de ce texte, c'est le Sénat qui va l'examiner dans le cadre toujours du projet de loi de finances, et tout le monde espère qu'ils vont revoir justement les curseurs pour rendre ce dispositif vraiment incitatif, parce que pour l'instant, c'est pas le cas. C'est clair. On va parler maintenant du marché immobilier. Les prix des biens immobiliers remontent. Oui, c'est l'indice notaire INSEE
publié cette semaine qui confirme ce qu'on observe sur le terrain. Les prix de l'immobilier ancien repartent à la hausse. Au troisième trimestre, ils ont progressé de 0,7% par rapport à la même période l'an dernier. Donc c'est une moyenne, hein, évidemment. C'est pas énorme, mais c'est vrai que c'est un vrai signal hein, après plus de 2 ans de crise. Et ce qui est intéressant, c'est que cette hausse est portée par les appartements qui prennent 1,3% sur un an, tandis que les maisons sont un peu plus timides, plus 0,2%. Mais ce qui est vraiment révélateur, c'est le nombre de transactions. On est à 921 000 ventes sur les 12 derniers mois à fin septembre. On en parlera sûrement avec Yann Géano, le président de La Forêt, qui est avec nous. Ça monte régulièrement depuis octobre 2024, donc le marché se réveille. Alors, pour finir, une histoire, je ne sais pas comment vous faites pour nous trouver des histoires pas croyables. Un propriétaire coincé avec un aquarium. Oui. Alors, en fait, il y a un propriétaire à Narbonne qui pensait enfin tourner la page après avoir expulsé son locataire qui ne payait pas. Il lui devait quand même 22 000 euros. Hein. Donc, l'expulsion a enfin eu lieu. Voilà, il s'est dit, bon, bah, c'est fini. Eh bien, non. Puisque le propriétaire est parti en laissant toutes ses affaires sur place. Parmi elles, un aquarium géant avec des poissons exotiques dedans qui valent très cher en plus ces poissons-là. Donc le cauchemar continue puisque la loi est formelle. Quand un locataire est expulsé et qu'il laisse ses affaires, il a 2 mois pour venir les chercher, donc c'est 2 mois en plus. Et pendant ce temps-là, le propriétaire n'a pas le droit de toucher à quoi que ce soit et ne peut pas récupérer son logement. Donc forcément, il faut nourrir les poissons parce qu'il ne faut pas abîmer les affaires. Donc là, s'il arrive un truc aux poissons, bah, ça sera la faute du propriétaire. Donc voilà, le propriétaire doit nourrir les poissons tous les jours, sauf que en fait, c'est à l'huissier de le faire. Parce qu'il y a un huissier qui doit constater que les affaires, toutes les affaires qu'il y a. Et alors, devinez quoi ? L'huissier, il vient tous les 2 jours pour donner à manger aux poissons. Et ça coûte 55 € au propriétaire. Donc tous les 2 jours, le propriétaire voit sa facture s'alourdir, 55 € tous les 2 jours, en plus des 22 000 euros d'impayés et frais de justice. Donc voilà, donc le propriétaire, il pourra récupérer son bien le 24 décembre. En attendant, il est toujours prisonnier de cet aquarium. Non mais c'est quand même malheureux parce que en France, vous imaginez les propriétaires bailleurs, ce qu'ils peuvent vivre, quoi. C'est absurde. Quand les locataires ne payent pas le loyer, c'est quand même assez dramatique. Voilà, bienvenue en Absurdistan, mais des situations incroyables. Merci Bérénice, et tout de suite, on attaque le chantier du siècle. Avec Sofinco, baissez votre consommation d'énergie en lançant vos travaux d'éco-rénovation. Sofinco présente Sud Radio, parlons éco-rénovation. Et c'est Grégoire qui fait cette chronique, j'insiste. Bonjour Laurent. Bonjour Grégoire. Bon, Laurent, cette semaine, on décrypte une étude exclusive publiée par la Fédération bancaire française sur les travaux de rénovation énergétique des propriétaires en 2025. Une enquête de fond avec des chiffres très parlants sur ce que les Français font vraiment chez eux ou pas. Parce que c'est ce qu'on va voir et c'est ce qu'on va décrypter avec vous. Mon cher Laurent, ces résultats, ils sont très intéressants. En tout cas, ils sont très significatifs. Hein. C'est une étude IFOP avec la FBF et l'ASF, l'association des services de financement, des entreprises qui financent, des établissements financiers pour être plus précis. Elle donne un bon aperçu de la réalité côté propriétaire. Et puis, en fait, on s'aperçoit que beaucoup souhaitent rénover, mais ils rencontrent énormément d'obstacles. Justement, Laurent, qui rénove vraiment ? Alors, en 2025, 43% des propriétaires ont réalisé des travaux de rénovation énergétique. Depuis 2021, c'est plutôt bon. C'est stable dans le contexte économique actuel. Et 29% déclarent vouloir en faire, mais c'est en légère baisse. C'est le message qui est clair, en fait. L'envie est là, mais la complexité et puis la morosité aussi, avec le pouvoir d'achat, restent des freins puissants. Alors, commençons par le côté positif. Laurent, qu'est-ce qui motive ceux qui passent à l'action ? Eh bien, moi je suis très positif, c'est réduire ces factures d'énergie. Alors c'est d'autant plus important qu'il n'y a plus d'encadrement, les prix sont libres. Et donc c'est 12% qui le souhaitent. Et puis pour 66%, c'est améliorer le confort de vie. Alors après les travaux les plus fréquents, ça va être l'isolation à 46%, le changement des fenêtres à 33%, le chauffage à 30%, et puis la nouveauté, c'est assez populaire, de plus en plus, en tout cas c'est les panneaux solaires qui gagnent du terrain, avec 16% en 2025 contre 10% il y a 2 ans. J'ai envie de vous demander, vous le spécialiste, comment est-ce que les Français financent tout ça ?
Ça commence, voilà, les Français sont les plus grands épargnants d'Europe. C'est 61% du financement vient justement de l'épargne. Ensuite, vous avez les aides publiques à 43%. Nos rénovateurs, nos Français rénovateurs, en ont reçu en particulier par MaPrimeRénov', et le montant moyen d'aide est de 8 632 €. C'est précis. Même, hein. Ouais. Et puis enfin, il y a le crédit travaux pour financer le reste à charge, qui est utilisé par 41%. Et le plus courant, c'est le PTZ qui est en hausse. Et attention, 77% déclarent qu'ils n'auraient pas pu faire les travaux sans aide. Donc ça, c'est important. On soutient les aides, notamment pour le projet de loi de finances et le budget pour 2026. Alors pour ceux qui ne rénovent pas, qu'est-ce qui coince ? Deux freins majeurs, c'est toujours les mêmes. La complexité des aides, on en parle très souvent. Beaucoup ne savent pas où, comment trouver. Et puis ensuite, c'est la difficulté à trouver justement un artisan fiable et disponible. Et ajouter à cela le frein financier, surtout sur les jeunes propriétaires et les foyers modestes. Vous avez un combo parfait. Même si on a un mauvais DPE, la prise de conscience ne suffit pas. Un logement sur 2 est classé F ou G. Et n'a fait aucun travaux. Ça, c'est un vrai sujet. Alors, rapidement, Laurent, appartement ou maison, est-ce qu'il y a des écarts ? 31% sont des propriétaires d'appartements, ils ont réalisé, et 46% ont des maisons. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est la copropriété, c'est plus long. Et puis, dans 8 cas sur 10, le propriétaire individuel agit seul, pas par la propriété. Donc il y a beaucoup de travaux qui sont utiles mais qui ne sont jamais votés. Et les perspectives, elles sont quand même encourageantes pour conclure ? Alors c'est un peu mitigé. Si on a des aides, ça sera un grand bravo, notamment les aides publiques. Il y a moins d'intentions de travaux, mais parmi ceux qui y pensent, 59% souhaitent agir d'ici 2 ans. Et même parmi ceux qui ne disent ne rien prévoir, la moitié reconnaît quand même qu'ils devraient en faire. Et puis ce qui motive de plus en plus, c'est la hausse du prix. On a parlé de l'énergie, 82%. Et pour l'écologie, ça baisse. C'est 37% seulement des sondés qui voient une raison prioritaire. Merci beaucoup Laurent, une étude riche qui confirme qu'on avance mais qu'on a encore du boulot pour massifier la rénovation. À la semaine prochaine dans votre chronique dédiée à la rénovation énergétique. Sud Radio, parlons éco-rénovation. Avec Sofinco, lancez vos travaux d'éco-rénovation pour baisser votre consommation d'énergie. Voilà, merci les amis, on va revenir dans quelques instants après la pub. On répondra aux questions de nos auditeurs avec vous. Bérénice de Villefloriot, on recevra également notre grand invité, mais c'est le moment de jouer, voilà, de vous faire des cadeaux, parce que chez Parlons Immo, comme c'est Sud Radio, on aime vous faire des cadeaux. On va vous offrir les amis une bougie parfumée aux notes d'eau lactée. Elle s'appelle Elé, voilà, élégante et responsable, elle transforme chaque pièce en un cocon de douceur. Et puis c'est une fabrication artisanale française qui provient de Grasse. Envoyez dès maintenant IMO I2MO au 7 20 18 par SMS pour vous inscrire au tirage au sort et vous gagnerez peut-être votre bougie parfumée de la marque Elé. Bonne chance à tous. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons Immo. Midi 13h, Sylvain Lévy-Valency. Eh bien les amis, voilà, vous êtes de retour sur le plateau de Parlons Immo, comme tous les samedis de 12h à 13h. Si vous êtes à table, on vous souhaite un superbe appétit. Protégez-vous ce week-end parce qu'il fait très froid un peu partout en France. Vous êtes sur Sud Radio, on parle de votre logement et on répond à vos questions comme chaque semaine avec vous. Bérénice de Villefloriot nous a posé une question sur... La taxe foncière, il y a eu des annonces de Bercy, un rétropédalage, on en parle avec notre expert. C'est tout de suite parti. Avec la Massif, économisez en changeant d'assurance de prêt immobilier. Conditions sur massif.fr. La Massif présente Sud Radio, parlons Immo, ça vous concerne. Eh bien voilà, on a reçu un appel, on va parler de taxe foncière, Bérénice. Et oui, on va parler de taxe foncière, on a reçu un SMS, IMO d'ailleurs, vous pouvez poser vos questions, IMO, I2MO au 7 20 18, c'est François qui nous a écrit, je suis propriétaire de mon logement dans la Sarthe, j'ai vu passer cette semaine une annonce disant que la taxe foncière allait augmenter en moyenne de 63 € pour des millions de foyers, je suis perdu, c'est une nouvelle hausse d'impôts, pourquoi maintenant ? Est-ce que je suis concernée ? Voilà, et c'est pas le seul qui nous a écrit, donc c'est un sujet qui vous concerne vraiment. Vous vous posez des questions. Pour y répondre, on accueille Pierre-Emmanuel Jus, le directeur délégué de Maslow. Bonjour Pierre-Emmanuel, merci d'être avec nous. Bonjour Bérénice. Alors, est-ce qu'on peut déjà resituer ce qui s'est passé ? Parce que c'est vrai qu'il y a eu plusieurs déclarations, il y a eu un rétropédalage. Ça a commencé par une annonce de Bercy concernant justement la taxe foncière qui augmenterait pour 7,4 millions de foyers. Oui, c'est un peu ça, effectivement, dans les colonnes
d'un journal cette semaine est sorti tout simplement une sorte de mise à jour de la Direction générale des finances publiques, donc comme vous dites Bérénice, Bercy, qui nous dit que pour 7 millions de Français, la taxe foncière risque d'augmenter. Pourquoi ? Alors déjà, on peut se dire comment est calculée la taxe foncière, pour revenir aux fondamentaux. En fait, la taxe foncière, elle est calculée par rapport à la valeur locative cadastrale de votre logement. Donc, vous avez une maison de 100 mètres carrés, vous payez aujourd'hui 1 000 € de taxe foncière par an. En fait, c'est une valeur locative qui est donnée à votre logement, une valeur locative cadastrale. Et ces valeurs locatives cadastrales, elles datent à peu près des années 70. À cette valeur locative, on applique un abattement de 50% pour les charges pour le propriétaire. Puis ensuite, chaque commune va décider d'un taux d'imposition de la taxe foncière. Et c'est pour ça qu'on a vu notamment la taxe foncière augmenter de plus de 40% depuis 10 ans. Parce que la disparition notamment de la taxe d'habitation fait que les communes ont augmenté ça. D'accord ? Donc, valeur locative cadastrale qui date un peu. Et la Direction générale des finances publiques, elle dit aujourd'hui on va le mettre à jour. Alors moi ça m'a fait penser, je ne sais pas si vous vous souvenez Bérénice, mais à un moment donné la redevance TV, il fallait qu'on déclare qu'on avait une télévision. Oui. Et puis un jour ils ont dit tout le monde à la télé, donc maintenant vous allez devoir déclarer que vous n'avez pas de télévision pour être exonéré. Là c'est un peu le même principe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui des valeurs locatives qui datent des années 70, on va dire aujourd'hui les maisons elles ont toute l'eau courante, elles ont toute l'électricité, elles ont tout le chauffage central. Et en fait, le calcul de cette valeur locative va changer. C'est pour ça que pour un certain nombre de Français, la taxe foncière va augmenter. Oui, parce qu'en fait, dans l'annonce, il était expliqué que tous les logements qui avaient des éléments de confort, alors éléments de confort, c'est des toilettes, c'est de l'électricité, c'est l'eau courante, vont payer 63 € en plus en moyenne. C'est ça. Alors, je reprends mon petit exemple de ma maison de 100 mètres carrés à 1 000 €. Voilà, elle a une valeur locative qui date comme ça depuis les années 70. Donc, on va dire, elle a l'eau courante, elle a une baignoire. Donc, l'eau courante, c'est plus 4 mètres carrés, par exemple. Elle a une baignoire, c'est plus 5 mètres carrés. Elle a le chauffage central, c'est plus 2 mètres carrés. Donc, grosso modo, ma valeur locative, elle va augmenter de 11 mètres carrés. Donc, ma maison, elle fait plus 100 mètres carrés, elle va en faire 111. Donc, si je payais 1 000 € de taxe foncière, je vais augmenter ma taxe foncière de 11%, donc je vais payer 110 € de taxe foncière de plus. Et je le répète, ça ne va pas concerner tous les Français, mais le calcul, c'est un peu ça. Mais du coup, il faudra déclarer qu'on a ces éléments de confort, parce qu'on peut ne pas le faire. Alors, on devrait déjà le faire, ça, quand on fait des travaux dans sa maison et qu'on rajoute une salle de bain, etc. On devrait le déclarer aujourd'hui à l'administration fiscale, donc c'est pas le cas. Là, ce que nous dit Bercy, c'est que les contribuables, lorsqu'il y aura un écart important qui sera constaté, vont être informés. Alors, j'ai lu janvier, j'ai lu juin, donc je ne suis pas capable de vous dire quand est-ce que ce sera, pour vous dire, Bérénice, on considère que votre maison, aujourd'hui, la base d'imposition, ça sera plus 100 mètres carrés, ça sera 111, parce que on considère aujourd'hui que vous avez l'eau courante, l'électricité et un chauffage central. D'accord. Et alors, il y a eu un rétropédalage, parce que cette annonce, elle a fait un bad buzz. Rapidement, Pierre-Emmanuel, parce qu'il nous reste très peu de temps. Qu'est-ce qu'il en est ? Parce que il y a un écho. Si vous pouvez enlever le haut-parleur, s'il vous plaît. Bercy a dû faire une nouvelle annonce 48 heures après, suite au bad buzz. Oui, parce que ça sort de Bercy, mais on peut le dire peut-être contre l'avis du gouvernement. Donc tout le monde réagit en disant que c'est trop, c'est inégal, on ne sait pas à qui est-ce que ça va concerner exactement. Donc on s'oriente quand même gentiment sur ce que ça passe on tâchera sur certains d'ailleurs, Pierre-Emmanuel, d'en savoir plus et rien ne nous sera épargné de ce point de vue-là. Merci Pierre-Emmanuel. Je rappelle que vous êtes directeur délégué chez Maslow. Sud Radio, Parlons Immo, ça vous concerne. Avec la Massif, changez votre assurance de prêt immobilier et économisez. Conditions sur massif.fr. Et tout de suite, c'est l'heure de recevoir notre invité qui est avec nous sur le plateau. Bonjour Yann Jeannot. Bonjour Sylvain. Vous êtes le président du réseau La Forêt. Merci d'être avec nous. Alors qu'on arrive bientôt en fin d'année, c'est le moment de faire un premier bilan du marché immobilier. Après 2 années, on peut dire, de creux, voire même de crise, est-ce qu'on voit un marché qui se réveille ? Oui, on voit un marché qui se réveille, alors qu'il a commencé à se réveiller en 2024, à l'été 2024.
au moment de la dissolution. Je ne sais pas s'il y a un lien de cause à effet, et qui, depuis le début de l'année, en tout cas, voit les volumes de transactions se redresser. On devrait arriver en fin d'année 2025 avec plus de 900 000 ventes enregistrées dans l'ancien au niveau du territoire, avec des acquéreurs qui sont de nouveau présents, des vendeurs qui acceptent également des nouvelles réalités de marché. Donc, ça va nettement mieux. Quand on vous dit finalement que le marché repart, qu'il a repris une vitesse de croisière, est-ce que c'est réel ou est-ce qu'on est plutôt dans le vert pâle ? Non, alors 900 000 transactions, c'est un dimensionnement, un gabarit assez traditionnel pour le marché de l'immobilier existant, entre 900 et 950 000. Donc c'est du vert, c'est certain. Est-ce qu'il est pâle ? Est-ce qu'il est foncé ? On regarde le vert, en tout cas, le vert à moitié plein et sans jeu de mots cette fois-ci. On est aujourd'hui dans un volume tout à fait classique. On peut dire que finalement le côté crise entre guillemets est plutôt derrière nous. Pour le marché, oui, pour le marché de l'accession à la propriété, le marché va mieux. L'accession à la propriété et le logement, lui, en tant que tel, ne va pas beaucoup mieux. Alors justement, qu'est-ce qui a mis la machine en route ? C'est-à-dire que on voit qu'il y a un effet de corrélation entre la baisse des taux d'intérêt ou le plateau des taux d'intérêt. Est-ce que, comme certains de vos confrères, vous faites justement cette analogie entre des taux qui connaissent finalement un plateau plutôt stable, avec des taux de crédit qui d'ailleurs avoisinent les 3,08% sur 20 ans par exemple en moyenne. On peut même espérer à 3, il y a presque une barre presque symbolique à 3. Est-ce que vous attribuez la reprise du marché également avec le fait que les banques également se sont remises massivement à prêter ? Alors je dirais que moi j'y vois 4 facteurs. Le premier, en effet, les taux de crédit. Fin 2023, on était en moyenne à 4,23% pour toute durée confondue pour un crédit immobilier. Aujourd'hui, on est autour de 3,10, donc plus d'un point de gagné. Ça veut dire plus de 10% de pouvoir d'achat d'immobilier restitué aux ménages, et c'est le premier driver, réacteur de cette reprise. Le deuxième, c'est la baisse des prix, parce que si on cumule 2023 et 2024, les prix auront reculé de 7 à 8% au niveau français. La troisième explication, ce sont les banques. Les banques qui ont rouvert le robinet du financement, qui étudient davantage, qui étudient tous les dossiers aujourd'hui et qui prêtent également davantage. Et puis, la dernière raison de la reprise, finalement, ce sont les acquéreurs. Toutes celles et tous ceux qui s'étaient dit, on va attendre que les taux baissent, qu'on passe sous cette barre des 3%, on va attendre que les prix baissent encore. Eh bien, ils ont compris en 2025 que la baisse des taux, elle est vraisemblablement derrière nous, et la baisse des prix également. Alors, on le voit avec le marché locatif, Méliland, qui est littéralement vitrifié. C'est une vraie catastrophe. On a vraiment du mal à se loger. D'ailleurs, on voit sur les chiffres qui ont été commentés, d'ailleurs Bérénice en a parlé tout à l'heure avec l'indice des notaires INSEE. Au troisième trimestre, ils avaient progressé de 0,7% par rapport à la même période, donc c'est plutôt bien, mais la question que j'ai envie de vous poser, justement, à la lumière du fait qu'on peut plus se loger en location, peut-être que ça a décidé des personnes à plutôt acheter, par exemple, pour se loger. Qui peut acheter aujourd'hui en France, si on devait aujourd'hui dresser le portrait, sachant que les jeunes aujourd'hui ont de plus en plus d'appétence à la propriété. D'ailleurs, ils plébiscitent l'accession à la propriété. Quel constat vous faites du côté de la forêt ? Aujourd'hui, la majorité du marché de l'immobilier ancien est drivé et tenu par les secondo-accédants. 50% des achats au sein du réseau La Forêt sont réalisés par celles et ceux qui étaient déjà propriétaires d'un logement, qui l'ont vendu et qui profitent du fruit de la vente, en effet, pour acheter un nouveau logement. Ce qui veut dire que ces acquéreurs passent pas du tout, ou peu, en tout cas, par la case banque. Les primo-accédants, ceux qui veulent devenir propriétaires pour la première fois, en revanche, en 5 ans, sont passés de près de 60% des achats à aujourd'hui 33%. Donc les jeunes veulent, mais ils ont toujours cette difficulté à réunir le sacro-saint apport et à passer sous les demandes des banquiers. Alors les promoteurs l'ont dit la semaine dernière, les investisseurs particuliers ont fui le logement neuf parce que voilà, ils y trouvent une rentabilité assez moyenne, voire parfois négative. Vous qui êtes sur le terrain, est-ce que vous faites le même constat ?
L'investissement locatif, oui, c'est catastrophique. En 5 ans, là encore, en 2019, on réalisait 27% des ventes au sein du réseau La Forêt dans le cadre d'un investissement locatif, donc un bien qui allait être mis sur le marché locatif après. Aujourd'hui, on est à 17%, donc on a perdu 10 points d'investisseurs. La faute à une politique fiscale, une taxe foncière qui augmente, des contraintes de rénovation énergétique, l'encadrement des loyers et bien d'autres. C'est très clair. Merci Yann Janot. Vous restez avec nous, on va continuer la discussion dans quelques instants parce qu'il y a des sujets brûlants d'actualité, notamment ce fameux statut, vous savez, du bailleur privé qui devrait relancer l'investissement mais qui est de plus en plus décevant, notamment sur la taxe foncière qui flambe. On va rester avec nous, vous restez avec nous, vous êtes sur Sud Radio, on se retrouve dans quelques instants. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO. Midi 13h, Sylvain Lévy-Valency. Et oui, vous êtes à table, bon appétit à toutes et à tous. Il fait froid en France, il fait même très froid. Vous êtes à la maison, si vous avez la chance d'avoir une cheminée à la campagne, on est ravis. Dommage qu'on ne partage pas avec vous ce moment en famille. En tout cas, on partage tous les samedis de 12h à 13h avec Parlons IMO. Vous êtes toujours avec nous, Yann Janot. Merci d'être passé par le plateau de Parlons IMO sur Sud Radio. Alors justement, on parle du bailleur privé. Vous savez, le fameux, on a l'impression que c'est la Madeleine de Proust, vous savez. Ça vient, ça revient. Je crois que ça fait 15 ou 20 ans qu'on en parle. Les atermoiements assez pitoyables de l'Assemblée nationale sont multiples. Alors justement, le statut du bailleur privé, vous en pensez quoi? Verra-t-il le jour? A priori, on a de bons espoirs qu'une version du statut du bailleur privé devrait voir le jour. Alors, il y a deux questions. Ce que je pense du statut du bailleur privé et la version qui finalement devrait arriver. Ce que j'en pense, c'est que du bien. Évidemment, ça fait plus d'une décennie, en tout cas près de 2 décennies, qu'on réclame ce statut qui fige finalement la fiscalité d'un investisseur, de quelqu'un qui achète un logement pour le mettre à la location. C'est un projet qui a été porté par la précédente ministre du Logement, Valérie Létard, initialement. Mais au fil des débats parlementaires à l'Assemblée nationale, au fil des amendements, on a vu finalement ce statut du bailleur privé qui était vidé de son essence, vidé de ses intérêts, que ce soit sur des taux d'amortissement, sur de nouvelles contraintes de durée de mise en location, sur des contraintes de loyer. Donc c'est la montagne, un peu en tout cas, qui accouche d'une souris et qui fait qu'aujourd'hui, ce statut tel qu'il est sorti de l'Assemblée nationale n'est pas du tout favorable pour relancer l'investissement locatif dans l'immobilier ancien. Alors justement, la location, c'est un vrai sujet. Le marché de la location, et je reprends les mots de Yannick Borne, le président de Prosevis, vitrifié, avec dans certaines régions un rétrécissement du marché de plus de moitié. C'est une catastrophe pour les Français. Est-ce que vous, d'abord, oui, je pense que vous partagez le même constat, mais comment justement le marché de la location pourrait-il se détendre? Quelle est l'analyse que vous faites vous du côté du réseau La Forêt? Parce que je sais que vous êtes transactionnaire, vous faites de l'achat et de la vente, mais également vous êtes également administrateur de biens, donc vous mettez beaucoup en location dans le réseau. Oui, on fait 26 000 locations par an, on gère 70 000 logements en France. La situation du marché locatif est dramatique. En 2 ans, on a perdu au sein du réseau La Forêt 31% d'offres locatives, donc de biens mis sur le marché. Ça peut monter jusqu'à 40, 50, à peine 60%, mais ça peut tutoyer les 60% d'offres locatives qui a disparu du marché. Et dans le même temps, on se retrouve avec celles et ceux qui pouvaient devenir propriétaires par le passé, ces fameux primo-accédants qui ne peuvent plus parce qu'ils n'arrivent pas à réunir leur apport, qui eux viennent sur le marché réclamer un logement en location. Donc on a moins 31% en 2 ans d'offres locatives et face à ça, on a plus 44% au niveau national au sein du réseau La Forêt en 2 ans de candidats à la location. Donc évidemment, ça peut pas marcher et le quotidien de nos agences immobilières est très compliqué vis-à-vis des candidats à la location. Alors une illustration pour toutes celles et ceux qui nous écoutent. Quand vous avez une offre à la location, il n'est pas rare d'avoir combien de dossiers? 50, 100, plus? Il n'est pas rare d'avoir 200, 250 candidatures sur une journée. Il n'est pas rare non plus qu'on suspende la publication des annonces au bout d'une heure, au bout d'une heure et demie. Et on a quand même des candidats à la location qui poussent la porte des agences La Forêt pour nous amener leur dossier en disant
J'ai vu pendant 7 heures ou 7 heures et demie de publication, j'ai vu l'annonce, voilà mon dossier, il est complet, j'ai des cautions, je peux y aller, j'ai pas besoin de visiter même, donnez-les-moi monsieur l'agent immobilier, sauf qu'on a déjà des dizaines et des dizaines de clients en base de données qui attendent un logement. Alors c'est clair que ce qu'on disait tout à l'heure sur le statut du bailleur privé pour booster les investisseurs, mais également les dispositifs d'aide qui sont carrément gelés, voire inexistants aujourd'hui, c'est ce qui explique à la fois le désinvestissement, mais également la vitrification du marché locatif. Vous êtes d'accord là-dessus ? Deux phénomènes. Les primo-accédants, en effet, celles et ceux qui devenaient propriétaires en sortant d'une location, qui ne deviennent plus, ou en tout cas beaucoup moins, donc qui restent occupants d'un logement en location. Et puis face à ça, des investisseurs qu'on a qualifiés de rentiers depuis plusieurs années et qui, au-delà des qualificatifs, ont subi une explosion de la taxe foncière, ont subi de nouvelles contraintes, ont subi un encadrement des loyers, des obligations de rénovation énergétique et qui aujourd'hui, pour beaucoup, n'ont plus envie d'entendre parler d'immobilier. En tout cas, votre réseau a su être absolument résilient sur la crise dite immobilière du logement, parce que vous affichez une performance qui donnerait envie à n'importe quel autre réseau d'avoir bravo. Mais la grande question que j'aimerais vous poser pour conclure cet entretien, c'est que vous feriez-vous, quelles mesures vous mettriez absolument en œuvre pour relancer soit le marché de l'immobilier en soi, mais également le marché locatif. Il faudrait faire quoi là tout de suite ? Marché locatif, c'est ce statut du bailleur privé qui va graver dans le marbre la fiscalité d'un bailleur, le temps de son investissement. Mais ça ne suffirait pas, il faudrait également s'adresser à la fiscalité locale, la taxe foncière par exemple, puisqu'on voit aujourd'hui nos clients qui nous disent « Monsieur l'agent immobilier, est-ce que vous pouvez me garantir que la taxe foncière ne va pas augmenter de 30% dans les 2 années qui arrivent ? Est-ce que vous pouvez me garantir que les loyers ne vont pas être encadrés parce que ça va changer mon opération, ça va changer mon reste à charge ». Donc c'est un sujet de fiscalité nationale plus locale. Merci beaucoup Yann Géano. Je rappelle que vous êtes président du réseau La Forêt. Vous restez avec nous parce qu'on a une grande question à vous poser à la fin de l'émission. Et maintenant les amis, il est temps de parler de la qualité de l'air et de l'humidité dans votre logement. Avec Murprotec, agissez contre l'humidité et prévenez les risques de l'habitat sur votre santé. Murprotec vous présente Sud Radio. Parlons Immo, Maison Saine. Eh bien les amis, voilà, prenons soin de vous. Vous prenez soin de vous, prenez soin de votre maison. Une maison saine dans un corset, on peut le dire. Avec l'humidité, on en parlait beaucoup d'ailleurs dans le journal de France de cette semaine. On a parlé des problématiques de moisissure et d'humidité. C'est notre chronique Maison Saine, comme chaque semaine avec vous, Grégoire. Et bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans votre chronique Maison Saine. Aujourd'hui, on s'attaque à un ennemi silencieux, discret, mais redoutable pour votre logement. Je veux bien sûr parler de l'humidité qui ne fait pas que tacher les murs et embuer les fenêtres. Il peut littéralement ronger votre maison de l'intérieur. Alors pour en parler, je reçois Sullivan Pernet qui est directeur commercial de Murprotec. Bonjour Sullivan. Bonjour Grégoire et merci d'aborder ce sujet trop souvent relégué au second plan. Alors Sullivan, entrons ensemble dans le vif du sujet. Comment est-ce que l'humidité, elle s'attaque à la structure d'un bâtiment ? Alors c'est un processus progressif mais redoutable. Prenons d'abord ce qu'on appelle le salpêtre. C'est cette poudre blanche qui apparaît sur les surfaces des murs, notamment dans les caves ou au rez-de-chaussée. C'est joli, pas vraiment. C'est surtout un révélateur d'infiltration et un véritable dissolvant naturel. Il attaque les joints, les enduits et il désagrège les matériaux. À long terme, les murs se fragilisent, la peinture cloque, les briques se délitent et on n'est plus dans l'esthétique là. On parle de la stabilité du bâti. Alors en fait, si je vous comprends bien, c'est que le début. Exactement. L'humidité, c'est un peu comme la rouille sur une voiture. Ça commence petit à petit, puis ça s'étend. Et là, on arrive à un autre phénomène très sérieux, c'est la corrosion des éléments métalliques. Je pense aux poutres métalliques, aux armatures dans le béton, ou même aux simples fixations. Quand ces éléments sont exposés à l'humidité en continu, ils rouillent, ils gonflent, ils perdent leur résistance. Dans les constructions anciennes ou les maisons avec sous-sol mal protégé, ça peut aller jusqu'à des affaissements des locaux. Du coup, cette humidité, elle se diffuse dans l'ensemble de la maison ? Alors oui, il faut comprendre en fait que l'humidité, elle circule. Elle monte par capillarité, elle se déplace dans l'air, elle pénètre les matériaux poreux et ça nous amène à un autre risque souvent ignoré, c'est l'électricité. L'humidité, elle altère les isolants électriques, elle crée des micro-fuites de courant et dans certains cas, elle peut provoquer des courts-circuits ou des chocs électriques, notamment quand les murs sont traversés par des gaines mal protégées. Et oui, on voit bien que ça touche à la sécurité et pas seulement au confort. Alors tout à fait. Et c'est pour cela que c'est jamais une bonne idée de laisser traîner un problème d'humidité.
Repeindre un mur humide, c'est comme un pansement sur une infection. Ça masque, mais ça soigne pas. Et justement, que faire si on soupçonne ce type de problème chez soi? À quoi doit-on être attentif? Alors, plusieurs signes qui doivent alerter. Le salpêtre récurrent, des zones froides ou humides au toucher, des traces de rouille sur des éléments métalliques apparents, une odeur de moisie persistante et bien sûr toute dégradation du système électrique. Des prises noircies, des disjoncteurs qui sautent. Face à ça, il ne faut pas essayer de bricoler soi-même. Il faut faire appel à un professionnel capable d'évaluer l'origine. Est-ce que c'est une remontée capillaire, une infiltration latérale ou un défaut de ventilation? Ensuite, on adapte le traitement. Et le bon réflexe, Sullivan, c'est d'agir tôt, avant que les dégâts soient trop avancés? Exactement, parce que plus on attend, plus les dégâts sont profonds, coûtent à réparer et risqués pour les occupants. L'humidité, c'est un peu comme un cancer du bâtiment. Invisible au début, destructeur à la fin. Merci beaucoup Sullivan Pernet pour cette mise en garde claire et utile. Et à vous qui nous écoutez, si vous avez un doute, surtout un doute, vous le faites vérifier tout de suite. Une maison saine, c'est d'abord une maison protégée de l'humidité. À très bientôt pour une prochaine chronique Maison Saine sur Radio Imo. Sud Radio. Parlons Imo, Maison Saine. Avec Murprotec, agissez contre l'humidité et prévenez les risques de l'habitat sur votre santé. Merci Grégoire. Une nouvelle pause et on se retrouve juste après pour la dernière partie de notre émission. Au programme, le Tour de France des biens coup de cœur. Mais c'est le moment, les amis, de jouer. Voilà, on vous fait des cadeaux sur Sud Radio. On va vous offrir une bougie parfumée aux notes d'eau lactée avec un nom qui fait rêver. Elé, c'est le nom de cette bougie. Élégante et responsable, elle transforme chaque pièce en un cocon de douceur. Et puis, c'est une fabrication artisanale française et en provenance de Grasse. Envoyez dès maintenant IMO, I2MO au 72018 par SMS pour vous inscrire au tirage au sort et vous gagnerez peut-être votre bougie parfumée de la marque Elé. Bonne chance à tous. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, Parlons Imo. Midi 13h, Sylvain Lévy-Valency. Eh bien, rebonjour à toutes et à tous. Et vous êtes sur Sud Radio dans Parlons Imo, votre émission préférée qui parle d'immobilier, comme tous les samedis de 12h à 13h avec l'équipe. Et tout de suite, vous savez qu'une fois tous les 15 jours, on part sur les routes de France, ou ailleurs d'ailleurs, pour faire le tour des biens coup de cœur. C'est avec vous, Grégoire Darico. Vous nous emmenez où cette fois-ci là? Alors d'abord, Sylvain, on va en région parisienne pour ce premier bien, à Courbevoie. Je vous propose un appartement de 60 mètres carrés, un très beau 3 pièces rénové au 3e étage d'une résidence des années 70 avec ascenseur. Notre appartement, il se compose d'une entrée, d'une belle pièce de vie de 16 mètres carrés, d'une cuisine, d'un balcon de 4 mètres carrés et puis 2 chambres complètent notre appartement ainsi qu'une salle de bain et des WC indépendants. En plus, vous avez une cave et un parking. Un bien qui est, Sylvain, très lumineux, qui bénéficie de grandes baies vitrées, d'un parquet et d'un chauffage électrique. Vous serez situé non loin de la ligne L qui relie Courbevoie à Saint-Lazare. Bon, prévoyez quand même quelques travaux de rénovation énergétique car le diagnostic de performance énergétique, il n'est pas extraordinaire, il est à F. Un appartement qui est proposé au tarif de 324 000 € sur le site de Basile. Alors, financement, toujours pareil, 20%. Ouais, soit 64 800 €. Un emprunt sur 25 ans à 3,2%. Vous aurez des mensualités à 1 256 €. Et si vous êtes malin, vous pouvez même négocier, puisqu'on peut avoir des taux d'intérêt à 3-10%. C'est pas rien. Un autre bien rapidement, je vous propose qu'on aille où on va en Irlande. Voilà. Je vous emmène à Loftus Hall, un vaste manoir qui domine la péninsule de Hook dans le comté de Wexford. Alors si, comme moi, vous ne connaissez pas, sachez que nous sommes ici face au Pays de Galles, au sud-est de la partie sud de l'Irlande. Voilà. Bon, pour la petite histoire, Loftus Hall est considéré comme la maison la plus hantée du pays. C'est un manoir mythique au cœur du folklore irlandais qui doit une partie de sa réputation à une tradition. Alors je vous la fais courte, un soir de tempête, un inconnu aurait trouvé refuge dans la demeure. Au cours d'un jeu de cartes, ses bottes auraient laissé apparaître des sabots fendus. L'homme se serait alors volatilisé en traversant le plafond, laissant derrière lui Anne Tottenham, jeune héritière de la maison, qui, saisie de terreur, est vouée depuis à hanter les lieux jusqu'à sa mort. Une belle légende qui a évidemment attiré bon nombre de visiteurs. La maison la plus hantée d'Irlande a été longtemps ouverte au public sous la forme de visites guidées et d'événements saisonniers. Bon, cette maison, elle vient d'être vendue pour en faire un complexe hôtelier. Une première fois d'abord à un homme d'affaires local avec un projet de 22 chambres, un restaurant, des jardins aménagés, un spa, un centre de mariage, etc. Un projet qui était peut-être un peu trop ambitieux puisque le bien a été vendu une seconde fois à Patrick McDermott,
issu du milieu agricole et qui compte le transformer en un hôtel haut de gamme ancré dans l'agriculture locale, une maison qu'il a rebaptisée d'ailleurs Loftus Estate. Le patrimoine est donc sauvé, mais la maison hantée la plus célèbre d'Irlande s'apprête à tourner une nouvelle page de son histoire. Reste à savoir si ces fantômes accepteront de cohabiter avec les futurs visiteurs. Merci Grégoire. Et tout de suite, on va attaquer, comme il est d'usage sur notre émission, la grande question qui est posée par vous, Bérénice de Betlorieux. Et oui, et on va la poser à Yann Géano, le président de La Forêt, qui est avec nous. Alors c'est un sujet qui fait grincer beaucoup de dents ces derniers mois, la taxe foncière, et même ces 3 dernières années. Alors oui, on a supprimé la taxe d'habitation pour les résidences principales, mais force est de constater que la taxe foncière, elle, ne cesse d'augmenter et ça pèse de plus en plus lourd dans le budget des propriétaires. Alors Yann, donc je l'ai dit, elle a grimpé encore en 2025. Pour qu'on comprenne bien, qu'est-ce qui explique cette hausse? Qu'est-ce qui vient de l'État avec la revalorisation automatique des bases? Et qu'est-ce qui dépend des décisions des maires? Parce que c'est pas du tout pareil sur le territoire. Là, il y a certaines villes où ça a encore explosé cette année. Qu'est-ce que ça change aussi pour les propriétaires et pour le marché immobilier? Alors je vais refaire un peu d'histoire pour répondre à cette question. Traditionnellement, les communes voyaient leur budget alimenté essentiellement par 2 taxes, la taxe foncière et la taxe d'habitation. Il y a quelques années, on a mis fin à la taxe d'habitation, ce qui a privé les communes d'à peu près 30% de leurs ressources, 30% qui ont été en partie compensés par l'État, mais l'État aujourd'hui veut récupérer ce qu'il donne aux communes pour leur permettre de financer leur quotidien, le service public, la voirie, les écoles, les infrastructures sportives, etc., etc. Donc aujourd'hui, il est tout à fait logique qu'on voit les taxes foncières augmenter. En revanche, ce qui n'est pas normal et ce qui n'est pas logique, c'est que la taxe foncière est payée uniquement par les propriétaires de logements et non pas par les locataires du public ou du privé. Donc ça veut dire qu'un locataire ne paye pas son service public dans son quotidien, ne paye pas la voirie, ne paye pas les écoles, ne paye pas en tout cas une partie des écoles et des infrastructures. Et la problématique, c'est qu'on tape une fois de plus sur les propriétaires, les 57% de propriétaires en France. D'ailleurs, on a vu que le taux de propriétaires en France a reculé récemment. On est passé de 58 à 57%. Et justement, vous qui êtes sur le terrain en tant qu'agent immobilier, est-ce que vous avez des retours? Est-ce qu'il y a des propriétaires qui vendent leurs biens à cause de la taxe foncière ou d'autres qui refusent de devenir propriétaires toujours à cause de cette taxe foncière? Alors, on commence à entendre cette petite musique finalement, de se dire, et finalement, si je restais locataire, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, avoir un actif, ça sert surtout à boucler le budget de l'État et que c'est une économie extrêmement punitive. Donc on n'en est pas encore là, mais il y a cette question qui se pose, faut-il vraiment être propriétaire, payer la transition énergétique également, et puis payer la fiscalité de plus en plus lourde. Et cette suppression de la taxe foncière a d'autres conséquences. On était au Salon des maires et des collectivités locales, Sylvain, et moi je me suis entretenue avec Valérie Fournier, donc la présidente de la Fédération des entreprises sociales pour l'habitat, qui représente les bailleurs sociaux, c'est la plus grande famille HLM de France, et qui me disait que depuis la suppression de cette taxe d'habitation, en fait, certains projets de logements sociaux n'aboutissent pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, de nouveaux logements sociaux dans une commune, qu'est-ce que ça va impliquer pour le maire? Eh bien, de nouvelles dépenses. Il faut ouvrir une crèche, il faut ouvrir une école, peut-être. Des équipements publics. Des équipements publics. Donc, ça va peser dans le budget de la commune. Et en contrepartie, il n'y aura pas de taxe d'habitation puisque les locataires de ces logements sociaux ne vont plus payer cette taxe d'habitation qui revenait, je le rappelle, à la commune. Et on le voit d'ailleurs de plus en plus, puisque rien que les baisses de dotation, c'est-à-dire les budgets qui sont alloués aux maires en matière de fiscalité, avaient déjà réduit de plus de 30% pour la plupart. Et là, on a l'impression que même les maires, c'est la variable d'ajustement. Vous qui êtes un réseau immobilier ancré dans le territoire, puisqu'il y a des agences La Forêt partout, dans les petites villes, les moyennes villes, est-ce que les franchisés du réseau, lorsqu'ils dialoguent avec les élus locaux, partagent la même inquiétude sur cette taxe-là? Bien évidemment, et beaucoup aujourd'hui se disent qu'il serait tout à fait normal de rétablir la taxe d'habitation pour les locataires
du privé, mais aussi pour les locataires du social, pour permettre aux communes de continuer à développer leurs services et à faire vivre leur commune. Et à créer des nouveaux logements, parce que là, on voit, au final, ça pénalise les Français, en fait, ça. Nouveaux logements, à améliorer les infrastructures, à agrandir les écoles, à les restaurer, à les rénover, etc., etc. Oui, c'est une préoccupation de nos franchisés, c'est une préoccupation de beaucoup d'élus également, qui, eux, sont entre le marteau et l'enclume, entre un gouvernement qui leur a coupé beaucoup de ressources et des administrés qui ne veulent pas payer de plus en plus, notamment lorsqu'ils sont propriétaires. C'est très clair. Un immense merci à vous, Yann Géano. Je rappelle que vous êtes le président de La Forêt. La Forêt, c'est le réseau, vous savez, qu'on voit un peu partout. C'est pas l'arbre qui cache la forêt, mais c'est la forêt qui est partout. Plus exactement, on est ravis de votre présence ici. Vous reviendrez quand vous voulez. Vous êtes chez vous sur Parlons Immo, sur Sud Radio. Merci à toute l'équipe, notre Grégoire Darico national. Donc on vous retrouve la semaine prochaine, mon cher Grégoire. Avec plaisir. Voilà, avec une très belle semaine. Notre super Bérénice de Villefloriot. Merci Bérénice. Merci, voilà. Sylvain. On va se donner rendez-vous la semaine prochaine. Le docteur Laurent Permas, qu'on voit chaque semaine. Merci Laurent. D'ailleurs, on va faire un décroché avec les vraies voix de l'immobilier. Mercredi, on sera spécial ensemble. Rénovation énergétique en direct de Nantes, justement, avec vous, mon cher Laurent. Merci aux techniciens, merci à tous. Je rappelle que cette émission, elle est à réécouter en replay sur Radio Imo tous les mardis à midi. Portez-vous bien. Belle semaine à tous. Sud Radio, Parlons Immo, Sylvain Lévy-Valency. Avec Basile, votre application de recherche immobilière.